Cette émission vous est offerte par Voltic, eau minérale naturelle certifiée ISO 22000. Émotion, action, détermination, partage. Jena Sport, un autre regard du sport sur votre radio. Merci de nous choisir pour vous informer. Vous êtes bien sûr sur Radio Jena et c'est bien l'heure de votre émission Jena Sport de tous les mercredis. Nous évoquons le dernier virage pour Kader Koubadia et sa troupe en route pour une éventuelle deuxième qualification pour la phase finale du CHAN. L'heure est-elle déjà la vérité pour le sélectionneur des éperviers locaux? La question sera posée à nos invités. Première division, saison 2024-2025, ça a bel et bien démarré. Quels enjeux pour cette nouvelle saison? On en parle. Et puis le sifflet togolais déjà décrié. Quel crédit justement pour les hommes en noir? On fait le tour de ces sujets avec des confrères en studio. Nous sommes avec Grégoire Kokou à Tignon, le confrère de Radio Sport FM Lomé. Grégoire, bonjour. Bonjour Latif et bonjour à tous ceux qui sont branchés sur Radio Jena. Également en studio, Edwige Jigbodi à Pédo de Radio Jena. Edwige, bonjour. Bonjour Latif, bonjour à tous. Je suis justement Latif Yoroumon. On évoque le titre de FIFA des Best octroyé à Vinicius Junior. Une consécration ou juste une consolation, Edwige Pédo? Je pense que Vinicius a eu une saison assez positive. Maintenant, s'il n'a pas pu décrocher le ballon d'or, c'est tout un mérite pour lui de prendre cette récompense de la FIFA, ce qui prouve normalement qu'il devait normalement avoir le doublé si on voulait aller sur les performances du joueur. Bon, je peux dire que c'est une consécration pour lui, parce que quand il est arrivé au Real, il a eu des problèmes pour s'adapter et puis la maturité dans son style de jeu, il n'y en avait pas quand il est arrivé, mais depuis quelque temps, Vinicius porte vraiment ce nom-là, ou bien le dorsal qu'il aborde lors de chaque match. Et je pense qu'il mérite ce trophée. Il est passé du 11 au 7. Au 7, voilà pourquoi je dis, maintenant il numéro fétiche au Real. Numéro fétiche au Real. Il prouve qu'il mérite vraiment de porter ce numéro. 7, le numéro de Raúl González Blanco, c'est ça? Oui. Et porté par une autre idole, Cristiano Ronaldo. Aujourd'hui, c'est Vinicius Junior. Consolé ou couronné, Grégoire? Je crois qu'il mérite amplement donc ce titre. Ça, il faut avoir le courage de le dire. C'est vrai que au niveau du Ballon d'Or France Football, ça a été décrié quand il n'avait pas obtenu cette consécration. Ça dépend également des critères. Donc de chaque prix. Au niveau de la FIFA, il y a également des critères. Des critères et au niveau de fondés sur les qualités. Bien sûr. Selon au niveau de la FIFA, toutes les associations ont la même façon de voter. Voilà, ce n'est pas la même chose avec France Football. Ce n'est pas la même chose avec France Football. Et ce n'est pas pratiquement les mêmes personnes. Avec France Football ici, ce sont les capitaines et les sélectionneurs ainsi que des journalistes. Et les supporters. Voilà. Et c'est ce qu'il y a d'ailleurs quand vous voyez un peu les décomptes, ce sont les fans qui ont beaucoup plus voté pour Vinicius Junior, parce que quand on prend le total des entraîneurs, Vinicius part a gagné. Quand on prend les capitaines, c'est Rodri qui a gagné. Mais au niveau des fans, c'est plébiscité justement il y a eu quand même un grand écart entre lui et Rodri. Et donc je me dis alors que le football, c'est justement pour ces fans-là. Écoutez, ce sont ces fans-là qui font quand même ces stars-là. Oui, c'est vrai que la star, elle se produit sur le terrain, elle démontre ce dont elle est capable sur le terrain, mais il y a quand même ces fans-là qui font la pub, quelque part, donc, de ces stars. Et moi, je le dis, je le répète, quand on prend
le parcours, toute la saison du Real Madrid, c'est Vinicius Junior. C'est un peu comme ce qu'avait fait Karim Benzema entre-temps. Et donc, c'est ce que Vinicius Junior a essayé donc de faire tout au long de cette année de 2024. Je me dis qu'il le mérite. C'est une consécration et non une consolation. Alors, depuis que le trophée des Best a commencé, c'est le 9e trophée. Alors, il y a toujours ce petit souci entre France Football et la FIFA. Vous savez, ils étaient ensemble. Il y a eu scission. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est différent aussi influe sur les choix? Souvent, il y a des joueurs qui sont couronnés par France Football et en même temps par la FIFA. Mais il y a 2 voire 3 saisons où le Ballon d'Or, par exemple, quand Modric gagnait le Ballon d'Or, il n'était pas le meilleur joueur, il n'était pas des best, voilà. Ouais, je pense que le Ballon d'Or... Quand Messi aussi a gagné une année, c'est Lewandowski. Oui, le Ballon d'Or, c'est une initiative privée, mais à un moment donné embrassé par les différentes institutions. C'est devenu le titre le plus célèbre d'ailleurs. Le titre le plus célèbre d'ailleurs en matière de récompense au niveau du football à l'international. Maintenant, je pense qu'avec cette scission, la FIFA voudrait normalement récupérer cette récompense, mais ça n'a pas été le cas. Maintenant, comme il y a scission, il y a incompréhension. La FIFA organise des bests. Et je pense qu'il y a les critères différents apparemment. Quand on prend le Ballon d'Or, il y a plusieurs modifications. À chaque saison, il y a des modifications au niveau, ce qui rend même plus flexible ce trophée, selon moi. À un moment donné, dès le début, c'était vraiment plus corsé. Avant d'avoir ce Ballon d'Or, c'est que vous méritez réellement le titre de Ballon d'Or. Mais avec ça se fait maintenant avec affinité. Avec affinité, mais surtout les titres enchaînés de Lionel Messi. Le dernier même, ça a été avec plusieurs commentaires. Donc ça n'a cette légitimité-là qu'avait le Ballon d'Or est en train de partir un peu, surtout chez les fans, parce que c'est eux qui suivent le football, les matchs et tout ça. À un moment donné, vous dites, mais cette saison, lui, il a été meilleur, mais pourquoi le titre va à une autre personne? Rodri, je ne dis pas qu'il ne mérite pas le Ballon d'Or, mais cette fois-ci, face à Vinicius, il n'y avait pas de comparaison par rapport à cela. Mais bon, malheureusement, Vinicius n'a pas gagné, mais la FIFA décide, avec ses critères aussi, grâce à ces critères, la FIFA, Vinicius gagne ce trophée de la FIFA. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut revoir les critères, parce que si on prend le Ballon d'Or africain aussi, il y a des critères de sélection. Je vais parler de la prestance, bien de la présence du joueur lors des compétitions avec sa sélection et maintenant en club. Mais si on ne reste que sur certains critères pour pouvoir juger un joueur, certains n'auront jamais de récompense. Je crois que vous avez touché un point très important, surtout concernant le Ballon d'Or africain. Justement, on allait en venir avec Lookman Ademola. Oui. Sans histoire. Oui, donc on souhaitait que ça soit Serhou Guirassy. Mais quand on prend Ademola et Guirassy, il y a une très grande différence. Il y a une très grande différence. La prestation d'Ademola avec Atalanta Bergame, surtout cette prestation-là en finale de la Ligue Europa face au Bayer Leverkusen, où lui seul offre le trophée donc, à l'Atalanta Bergame. Quand on revient un peu en sélection, avec les Super Eagles, ils sont allés jusqu'en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais quand on prend un peu Guirassy, c'est vrai qu'il a été buteur en club, mais même avec la sélection, la Guinée s'est arrêtée à quel niveau de la Coupe? Je crois que c'est ça. Et puis, vous savez, depuis un moment également, il y a cette histoire d'affinité qui voulait aussi rentrer donc, dans cette histoire de Ballon d'Or. Vous avez vu la publicité que les presses marocaines ont fait à Achraf Hakimi. Mais ensemble, parlons, quand on prend l'équipe du Maroc, l'équipe du Maroc a été éliminée en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce qui veut dire qu'en sélection, Hakimi n'a pas pesé. Oui, quand on prend maintenant club, oui, il a porté le Paris Saint-Germain, mais le Paris Saint-Germain est arrivé à quel niveau de la Champions League européenne, par exemple. Donc, je crois qu'au niveau de la CAF également, ils ont compris que oui, il faut aussi la présence des joueurs dans le jeu, dans leur club, mais également, surtout, leur influence dans le jeu. Donc, c'est important. Mais à ne pas occulter aussi les médias qui, peut-être,
parce que vous avez vu le but Puskas. Oui. C'est bien cela? Oui. Alors, ce but-là, commenté par un confrère de Canal+, il avait dit à l'époque, le jour où le joueur marquait, Alejandro Garnacho, le but de l'année. Oui. Il a dit ça comme ça. Justement. Et ce but a été retenu aussi but de l'année. Ah oui, ben, je pense que vous savez... Est-ce que ça a influencé, ce commentaire aussi a influencé peut-être? Bon, je ne pense pas, mais le but était magnifique. Donc, il était très magnifique. Le but était magnifique. Donc, quand vous êtes commentateur, vous êtes journaliste au micro ou bien à l'antenne, c'est que vous oubliez même ce que vous êtes en train de dire. Et il a ce jour-là qu'il a marqué le but de l'année. Le but de l'année. Il fallait un autre but pour qu'on compare, mais lui, c'était exceptionnel. Donc, il méritait ce titre-là. En fait, les médias aussi influent un peu sur le vote des différents acteurs, parce que vous suivez les commentaires, vous suivez les matchs, vous suivez les analyses et vous vous dites, ben, lui, il est meilleur que l'autre. Je pense qu'on doit aussi revoir les critères des acteurs qui votent pour les différents titres, parce que ça aussi, la dernière fois j'ai vu les noms commencer par circuler, les votes des différentes nations. Vous avez vu le vote de Daré? Lui, il était un peu juste. Il était juste. Mais j'ai vu le vote de notre confrère. Je me suis dit, Lionel Messi, il cherche quoi dans son vote pour le Ballon d'Or? Je ne vais pas le citer. Mais je me dis, à un moment donné... C'est le même confrère qui vote toujours jusqu'à présent? Il y a eu un changement. Il y a eu un changement? D'accord. Voilà. Donc, il faut aussi que ceux qui votent aussi ne votent pas par affinité. Ne votent pas la personne. Non, en fait, les gens votent parce que peut-être je suis fan, je suis peut-être Maison Blanche, donc il faudrait sortir de ce cadre-là, regarder plus les performances sur le terrain. Cette petite question pour refermer cette page-là. Alors, Osimhen, ni dans le top 3, ni dans le top 6. Non, mais ça, c'est pas bon. Et pourtant, il était aussi en finale de la CAN. Oui, mais quand vous prenez un peu sa saison, ça a été une saison mouvementée. Ce n'est pas ce qu'il avait fait il y a de cela un an. À Naples, oui, ce n'est pas ce qu'il avait fait au Paris Saint-Germain. Voilà, et donc son départ de Naples même, vous avez vu, ça a été beaucoup plus mouvementé, où il a joué, est-ce qu'il va rester, il ne va pas rester, est-ce qu'il va partir ou il ne va pas partir. Ça fait qu'il n'a pas bien fini sa saison. Quand on prend la saison, il ne l'a pas bien fini. Et donc maintenant, il se retrouve au niveau de la Turquie. Ce n'est pas aussi quand on prend la côte de ce championnat-là. Il y a aussi tout ça là qui rentre dans le choix. Final. Donc, dans le choix final. Et je crois qu'aujourd'hui, lui-même sait pertinemment qu'il ne méritait pas d'être parmi les meilleurs. Et le Nigeria qui succède à lui-même, voilà. 2 fois. C'est bien pour le pays. Hein. Le Nigeria qui domine, ça fait 2 fois que le Nigeria domine successivement. Ça veut dire que les pays de l'Afrique de l'Ouest ont maintenu la forme, parce que le Nigeria... Il y a Mané. Il y a Mané qui a eu 2 fois. Il y a Osimhen qui a eu, et puis l'Afrique du Nord cherche... Donc, je pense que c'est après Salah qui a eu également 2 ballons d'or africains que Sadio a enchaîné aussi. Mais quand même, l'Afrique de l'Ouest représente encore, est toujours présente lorsqu'on parle du football africain, et c'est bon. On aura fait le tour justement de ces distinctions. Vous êtes sur Radio Djena. On fait place maintenant au match Togo-Niger. Est-ce déjà l'heure de la vérité pour Kader Koubadia? C'est une question comme ça. Parler de l'heure de la... Oui, pour ce qui concerne cette double confrontation, je parlerai de l'heure de la vérité. Parce que oui, on a vu le premier tour avec cette prestation de l'équipe du Togo, cette victoire face au Bénin ici à Lomé, puis ce match nul arraché à Abidjan, toujours face à la même équipe. Maintenant, ici, c'est beaucoup plus important, parce que ça donne droit à la phase finale directe. Donc, il va falloir s'imposer. Maintenant, le Togo a le match aller à la maison. Le Togo joue le match aller à la maison. Il va falloir véritablement mettre le paquet, faire le match comme on l'avait fait face au Bénin, mais faire beaucoup plus. Je crois que c'est une opportunité à Kader Koubadia d'aller prendre conseil chez Jean-Paul Yaovi Abalo. Si je parle de Jean-Paul... Il va le voir à la maison. Non, mais
partout où il peut le sont voir. dans le même stade. Partout il doit aller le voir pour avoir conseil. Je parle de conseil de Jean-Paul Abalo parce que Kader en a besoin. Abalo de Sey sera à Lomé cet après-midi. Voilà. Et donc, par rapport à la première qualification du Togo pour ce championnat d'Afrique des Nations, le Togo a Abalo de réussi. Sey, lui, il avait pris conseil chez qui? Non, mais il était le premier à qualifier. L'équipe, il n'avait personne. Kader peut aussi le faire sans Abalo de Sey. Mais je le dis parce que oui, Abalo a réussi à faire quelque chose et il peut aller lui demander conseil. Si il a vu capitaine, comment est-ce que vous vous êtes pris pour quand même arriver à marquer, à gagner aussi largement Lomé pour ne pas se faire surprendre au match retour parce que gagner 4-1 au match retour, ça a été un peu compliqué, pas un peu mais très compliqué pour le Togo, mais le Togo s'en est sorti. Maintenant ici, l'adversaire est très coriace. Nous parlons du Niger. Plus que le Nigeria. Oui, mais quand on Est-ce que cette façon de communiquer ne met pas le Niger dans une position favorable, très favorable? Oui, Latif, quoi qu'on le dise, le Niger part favori devant le Togo dans cette double confrontation. Parce que nous parlons de cette équipe locale du Niger qui représente pratiquement 50% de l'équipe A du Niger. Et donc la majorité des joueurs de cette sélection se retrouvent au niveau donc, de l'équipe Fagnon du MENA. Et donc, vous savez que le Niger a déjà participé à 5 championnats d'Afrique des Nations. Contre une participation pour le Togo. Vous voyez un tout petit peu l'écart. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le Togo est obligé de jouer le match retour même si c'est à Bamako, mais chez le Niger. Parce que selon les indices FIFA, le Niger, selon le classement FIFA, le Niger est devant le Togo. Et donc, quand le Niger est devant le Togo, donc automatiquement, le Togo reçoit au match aller et le Niger reçoit au match retour. Aujourd'hui, et donc, souvent, donc, ce classement FIFA, le Niger part plutôt avec la faveur des pronostics. Mais sur le terrain, il va falloir que le Togo démontre autre chose. Maintenant, c'était justement parti donc, de ce match amical joué il y a de cela quelques jours face au Ghana où le Togo a laissé des traces. Le Niger peut aussi s'inspirer de ce match amical. C'est vrai que ce n'était pas aussi un match capital dans la mesure où le Niger aussi a perdu son match amical face au Burkina Faso. Voilà, ça fait, égalité parfaite à ce niveau-là. Les deux équipes ont perdu leur dernier match test. Alors, lorsqu'on parle de Kader par rapport à l'heure de vérité, c'est Kader justement qui part de rien et qui pourrait qualifier le Togo pour sa deuxième phase finale. Mais Kader qui va permettre au Togo d'être encore sur le continent si on se qualifiait pour le CHAN. Je pense que les gens ne s'attendaient pas à cette prestation de l'équipe locale sous Kader pour le premier tour. Maintenant, c'est le deuxième tour qui est le plus important, c'est parce que c'est le tour qui vous qualifie à la phase finale. Et je pense qu'il a les moyens pour pouvoir supplanter le Niger, même si le Niger connaît bien la compétition. Mais ici, on parle des phases d'élimination et souvent, tout peut arriver. Il faudrait que Kader ait toutes les armes nécessaires pour pouvoir battre le Niger. Ce sera difficile pour le Kader, mais impossible. Ce n'est pas impossible en fait. Parce que quand on prend le match qui a qualifié le Togo pour son premier CHAN, c'était face au Nigeria. Le Nigeria qui a mis tous les moyens en eau pour pouvoir battre le Togo à l'extérieur, c'est-à-dire à domicile, quand le Togo sortait. Mais les joueurs, à un moment donné, se sont dit on joue, on gagne ou on meurt en fait. Parce que sur le terrain, ce qui s'est passé, c'est ça. C'est-à-dire, on voyait l'abnégation, la ténacité des éperviers locaux. On s'était dit, c'est-à-dire, quelle que soit la situation, ce qu'ils devaient gagner ce match et revenir à Lomé avec la qualification, ils ont réussi le pari. Et je pense que ceux qui sont actuellement en campagne doivent s'inspirer de ce qui s'est passé face au Nigeria pour battre le Niger. Oubliez les statistiques. On sait que le Niger est devant quand on parle les chiffres, mais oubliez les statistiques. Jouer parce qu'on se dit on a les moyens nécessaires pour pouvoir aller au CHAN pour une seconde fois. Les 23 de Kader, pensez-vous qu'il a oublié des joueurs? Quand on prend cette sélection, est-ce que Kader a oublié des joueurs? Non. Kader n'a pas oublié des joueurs parce que c'est avec ces joueurs-là qu'il a fait la première phase donc, des préparatifs donc, de cette double confrontation. Le seul absent
que moi je vois dans cette liste, c'est bien sûr Amekoudji Kokovidoji, malheureusement, qui est blessé et qui ne pourra donc pas jouer. Donc je ne vois pas. C'est un pion essentiel. C'est un pion essentiel. Je parle, quand vous prenez cette équipe, je parle toujours de ce premier CHAN-là. Il y a des joueurs qui étaient à ce premier CHAN. Bodé Abdoul Sabou, il y était. Madjedje Jalilou, il y était. Akoro Bilal. Voilà, il a même marqué, oui, face le deuxième match face au Rwanda, le troisième match plutôt face au Rwanda, il a marqué. Et donc, c'est des joueurs que moi je considère aujourd'hui comme les expérimentés donc de cette équipe-là. Ils ont vécu ce qui s'est passé à Agege. Et donc, psychologiquement, c'est des joueurs qui doivent travailler leurs coéquipiers par rapport à cette double confrontation maintenant face au Niger. Donc, je me dis que c'est son équipe actuelle. C'est vrai que le championnat a démarré, mais on ne va pas seulement s'inspirer de cette première journée pour remplacer ceux avec qui il a déjà travaillé pendant un long moment. Kader a le soutien, c'est un secret de Polichinelle, du ministère des Sports et des Loisirs. Il a besoin du soutien de tout le Togo, y compris la Fédération togolaise de football. Mais Kader conduit une équipe qui est gérée par, ou bien qui a, je vais dire tous les présidents de club. Parce que quand je dis tous les présidents de club, oui, on parle des éperviers locaux, on parle de l'équipe nationale locale. Et donc, les présidents de club, ceux qui ont leurs joueurs au sein de cette sélection, ceux qui n'en ont pas, parce que demain, si le Togo se qualifie pour la phase finale, vous pouvez avoir encore un joueur chez vous qui va intégrer cette équipe-là. Donc, je pense que le Kader aujourd'hui a besoin de tout le monde. Le ministère des Sports, d'accord. Maintenant, la fédération, on parle de football. Donc, la fédération togolaise de football également soutient cette équipe, parce que si le Togo se qualifie pour le CHAN, au moins, c'est une compensation par rapport aux éliminations de l'équipe A pour la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, il faut faire tout. C'est une consolation ou une compensation. Compensation. Parce que ça, c'est qui les deux sélections ne sont pas, les deux compétitions ne sont pas les mêmes. C'est un peu comme Ballon d'Or et puis En fait, c'est juste pour vous consoler, mais je ne veux pas utiliser le mot là, en fait. Parce que vous consoler, c'est comme si les éperviers locaux doivent faire ça. Non, c'est les éperviers. Bon, s'ils se qualifiaient, si vous permettez au moins d'exister toujours lors des phases finales des compétitions au plan africain, je pense que la fédération doit mettre tous les moyens en œuvre également pour que cette qualification soit effective. Maintenant, quand j'ai parlé des présidents de club, tout ce que vous devez faire pour que le Togo se qualifie, c'est que vous devez le faire, parce qu'on parle de vos joueurs. Si un joueur joue la phase finale et puis juste après part, c'est qu'il y a des ristournes qui vous reviennent, parce qu'aujourd'hui, il faut que nos clubs également essaient de vendre des joueurs pour pouvoir survivre. On ne peut pas continuer, pas compter sur les subventions du gouvernement pour pouvoir faire le football, en fait. Et donc, il y a ça aussi, cet aspect qui compte. Maintenant, il y a les supporters, le public qui doit faire le déplacement, soutenir Kader Koubada. Je sais qu'il y a toute une communauté qui est derrière Kader, mais au-delà de cette communauté, tout le Togo, en fait, doit soutenir l'équipe nationale. Et parlant de mobilisation de soutien, moi, je ne vois rien. Il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de communication autour donc de cette rencontre. C'est un peu étonnant dans la mesure où c'est vrai. Je pense que c'est la fédération même qui organise cette rencontre-là, parce que je ne vois pas une société derrière annoncer. Une structure événementielle, non. Je ne la vois pas. Donc, ce qui veut dire que c'est la fédération elle-même qui organise cette rencontre. Maintenant, comment ça va se faire? Est-ce que l'entrée est payante ou c'est gratuit? Jusque-là, il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de bande-annonce, il n'y a pas des affiches, il n'y a pas de spots pour dire que oui, ce dimanche, en principe, c'est pourquoi je dis qu'on considère beaucoup plus l'équipe Fagnon que les autres sélections. On néglige un tout petit peu les autres sélections, que ce soit... Ça aurait été les éperviers A. Déjà, il y a une mobilisation. Voilà, vous allez voir tout... Oui, parce que il y a quand même une société derrière. L'organisation, la société voudra donc avoir beaucoup plus de publicité, va commencer par faire la communication autour justement de la chose. Mais ici, c'est la fédération. Mais la fédération aussi, à travers ces départements de marketing et de communication, doivent commencer justement et pas faire quelque chose. Peut-être qu'elle veut ouvrir les portes. À qui? Les accès libres. Non, mais il faut également l'annoncer. Il le dit. Oui, il faut que chacun puisse. Il faut également faire un spot
pour dire que l'entrée est libre et gratuite. Comme Asco sait le faire souvent. Oui, comme ça, le public aussi va se préparer. Mais jusqu'ici, des gens nous appellent pour nous demander c'est combien l'entrée au stade. Mais jusque-là, il n'y a aucune communication autour de la chose. C'est ce qui fait que moi, je dis qu'il y a une négligence au niveau de la Fédération togolaise de football, ce qui concerne les autres sélections. Que ce soit les locaux, les éperviers U20, U17 ou encore les filles, il n'y a pas cette mobilisation-là qu'on a l'habitude de faire avec l'équipe Fanion du Togo. Voilà ce qu'on pourra dire de ce Togo-Niger. Ce sera dimanche prochain au stade de Kégué à partir de 16h. Les éperviers locaux iront jouer à Bamako le 27 de ce mois. Parlons justement des filles. Tometi Kaï et ses filles ont tiré Djibouti. C'est quand même, voilà, on ne peut pas rêver mieux qu'un tel tirage, Edwige. Ben, Djibouti, je pense que c'est un adversaire connu par les éperviers. Connu après avoir pris 13 buts. 13-0. Voilà. Sur l'ensemble des deux rencontres. Donc, voilà comment on connaît Djibouti. Voilà. C'est un adversaire connu par les éperviers dames. Aujourd'hui, les éliminatoires de la CAN à venir vont démarrer. Mais je me dis, c'est en fait quand on dit épervier dames, épervier catégorie chez les hommes, éperviers locaux, c'est comme si les éperviers A supplantent un peu les autres catégories. Alors que c'est comme ça dans tous les pays. Oui, mais quand on prend le Togo, il faut inverser la pyramide. Parce qu'aujourd'hui, il y a certaines sélections qui vont amener le Togo sur le continent lors des phases finales. Mais il y a une sélection, on va vraiment prier. Au monde entier, il n'y a que les États-Unis qui ont pu le faire. Mais le Togo aussi peut le faire. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut observer le développement, l'engagement, voir si on investissait dans tel domaine, qu'est-ce que ça pourra nous rapporter. Le Togo n'a pas su profiter de la participation des éperviers dames à leur première Coupe d'Afrique des Nations. Les dames sont revenues fiasco total. C'est-à-dire, elles sont revenues, il n'y a pas eu une continuité, une stratégie pour pouvoir maintenir cette performance-là jusqu'à l'organisation des compétitions nationales où on sait que les filles sont toujours en compétition et la Coupe d'Afrique des Nations qui devait suivre, normalement le Togo devait y être. Mais on a vu ce qui s'est passé et puis avec l'élimination du Togo et tout ça. Aujourd'hui, on reprend encore. Ça veut dire qu'on reprend le processus. On avait entamé un processus qui s'est arrêté et il faut reprendre encore ce travail-là. Malheureusement, ça serait difficile. Ce Djibouti, c'est bon. Maintenant, il y a le second tour qui est là. Djibouti, on peut faire tout pour pouvoir sortir Djibouti. Mais après Djibouti, il y a d'autres qui vont arriver. Je pense qu'à un moment donné, il faut... quand on prend la politique du Togo, il y a une politique en matière de promotion de la femme et tout. Et si on mise sur cela, on peut avoir des moyens aussi parce qu'il y a des budgets alloués à ça. On se dit, quand on va, même au niveau de la FIFA et de la CAF, il y a aujourd'hui de l'investissement au niveau du football féminin. Il faut que le Togo aussi arrive à sur ce terrain-là. Oui, aille sur ce terrain, parce que le terrain est encore vierge. D'accord. Alors, par rapport à l'effectif de Tometi Kaï, il peut quand même être un effectif de qualité, varié ou variable, avec une forte colonie désormais à l'extérieur. Oui, je crois la première participation du Togo à la Coupe d'Afrique des Nations a ouvert la porte à ces filles-là qui sont parties au lendemain justement de cette Coupe d'Afrique des Nations. On a vu certaines qui sont parties en dehors des Wedikou Mafi ou encore Nathalie Batate qui elles sont déjà là-bas. On a vu les Sama Koudoukalo, les Lucie Gantim qui ont suivi, les Odette Nintegma, Ndjambara Mirat. Aujourd'hui, il y a également d'autres joueuses qui vont au Maroc ou encore en France, dans le Golfe, elles sont même sur le continent, En Guinée équatoriale. Oui, en Guinée équatoriale justement, on voit des joueuses qui sont en train donc de partir. Oui, c'est une très bonne chose, mais ce qu'il y a, c'est que depuis le match retour contre la Tanzanie ici à Lomé avec l'élimination du Togo, est-ce qu'il y a eu encore un regroupement des filles togolaises? Non. Depuis cette élimination-là, je crois que ça fait pratiquement 2 ans. Mais alors, elles doivent se regrouper. Pourquoi? Normalement, c'est une compétition qui impose. Oui, je suis d'accord que c'est une compétition qui impose un regroupement. Mais je crois que souvent, ces filles-là des fois sont à Lomé lors des vacances. Je crois que puisqu'on n'a pas le temps, de les regrouper aussi régulièrement. Quand elles sont en vacances, il faut aussi les occuper pendant au moins une semaine.
pour essayer d'avoir cet automatisme-là avant justement les échéances à venir. Nous parlons de Djibouti, mais depuis que le Togo a joué contre Djibouti, Djibouti participe à d'autres compétitions. La sélectionneur l'a dit. Djibouti participe à d'autres compétitions. Djibouti a joué déjà 3 ou 4 matchs. Mais le Togo, depuis son élimination face à la Tanzanie, a fait quoi? Rien. Et quand le moment va arriver, oui, c'est vrai que Djibouti reste un petit poussé qu'on peut gagner pour ce qui concerne ce premier tour. Mais quand on va arriver au deuxième tour, ce n'est plus un petit poussé. Peut-être ce sera encore Tanzanie. Tanzanie, ou encore on parle du Burkina Faso, ou encore d'autres sélections. Ouganda. Voilà, oui, Ouganda ou Burkina Faso. Vous voyez un peu. Alors quand on parle de l'Ouganda, quand on parle du Burkina Faso en matière de football féminin, c'est des équipes également, surtout le Burkina Faso. Mais écoutez, ce n'est pas une petite équipe de football quand on parle du football féminin. Parlant justement de football féminin, le tirage de l'Euro a été également effectué. La France qui tire lourd, hein. Ça fait Allemagne, ça fait Pays-Bas, Pays de Galles, et puis l'Angleterre. Oui. Voilà. Donc, voilà. Il n'y a pas l'Allemagne, c'est l'Angleterre. Pays-Bas et puis Pays de Galles. Oui, c'est vrai que c'est... L'Angleterre et les Pays-Bas sont mieux classés que la France. Bien sûr, mais attention, la France aussi a toujours son mot à dire. Vous savez, la France a quand même des grandes joueuses. Quand on prend cette sélection, c'est une équipe aussi qui essaie donc de venir avec Wendy Renard. Ça fait Lyon et Paris. C'est un peu comme Asqua SK au niveau du cadre. Oui, c'est ça. Mais je dis que ça va être difficile, mais pas impossible. Hein. Ça, il faut le dire, parce qu'il suffit seulement d'un faux pas d'une équipe et que la France en profite. Justement. Voilà. Vous voulez placer un mot sur l'équipe de France en difficulté? Vous savez, souvent, quand vous dominez, à un moment donné, vous vous sentez trop à l'aise. Et vous oubliez qu'il y a d'autres également qui se préparent et qui vous attendent. Aujourd'hui, l'équipe de France peut revenir quand on prend la D1 féminine, elle se joue toujours. Et en Europe, sur le continent. Première ligue. Sur le continent. De France. La première ligue de France, mais sur le continent également. Je parlais du continent européen. Il y a Lyon qui a régné sans partage pendant des années. Sans partage. Aujourd'hui, il y a le PSG aussi qui essaie mais il y a également Paris FC. Il y a Paris FC aussi. Donc, je pense qu'il y a la relève qui vient, mais ils seront un peu plus en difficulté, mais elles vont revenir plus tard. Elles vont revenir. Toujours à l'écoute de Radio Djena, on revient évoquer justement la page championnat de football de première division après 6 voire 7 mois d'absence ou bien de vacances. Voilà, on dit mieux vaut tard que jamais. Edwige Apedon. C'était lent, mais il fallait lancer le championnat. Il y avait eu des discussions autour des subventions et tout. Mais finalement, le championnat est lancé. La deuxième journée ce mercredi. La première journée, on a vu l'un des clubs promus s'imposer à l'extérieur face à Tambo, 2-1. Il y a le deuxième, c'est-à-dire Akno, qui était le vainqueur de la D2, qui a été accroché lors de la première journée. Asco également accroché lors de la première journée, mais c'est la première journée en fait, donc il faut rentrer dans le bain. Mais il fallait lancer ce championnat parce qu'on ne peut pas s'arrêter. Si on veut réellement avoir encore des clubs sur le continent, il faut respecter un timing. Je pense que le Togo a jusqu'en juin pour finir, mais ça serait marathon. Oui. Et j'espère c'est 2 journées par semaine. J'espère que les équipes auront les joueurs nécessaires, l'effectif nécessaire pour pouvoir suivre. Peut-être qu'ils vont se doper. Parce que là, si vous n'avez pas l'effectif nécessaire pour pouvoir jouer 2 fois dans la semaine, vous serez plombé à quelques journées. Ça va être compliqué. Quand j'écoute certains dire qu'ils ont un effectif de 25 joueurs, je dis que c'est insuffisant. Il y a d'autres qui ont parlé même de 22 joueurs. C'est insuffisant pour une saison de 26 journées. Je me dis que les joueurs vont craquer. Écoutez, à la fin, on a vu comment certains ont fini le championnat la saison dernière pratiquement sur des carreaux parce qu'ils étaient épuisés. Il y a eu des joueurs qui sont blessés, qui sont restés à l'infirmerie. Maintenant, les remplacer sur le terrain. La dernière fois, lors du match AS Bina Doumbé, où on dit que Doumbé s'est présenté avec 15 joueurs, 4 joueurs sur le banc. Vous comprenez un tout petit peu comment est-ce que déjà... Alors ils ont 5 changements à faire. Et là, ça, c'est le début de saison. C'est que peut-être que certains joueurs n'ont pas obtenu leur licence à temps. Et peut-être c'est cette semaine qu'ils auront leur licence
10 ans. Donc voilà un peu les difficultés. Et là, à cette allure, on risque de ne même pas avoir les 25 joueurs dont on parle. D'autre part, le 30, parce que je crois qu'en principe, c'est 30 ou 35 joueurs pour une saison. Jusqu'à 35. 35 joueurs pour une saison. Parce que là, si on a des difficultés en cours de route, on peut solliciter d'autres joueurs. Maintenant, quant à ce qui concerne l'entame, oui, il faut forcément démarrer ce championnat-là, compte tenu également du temps, parce que déjà, en mai ou en juin, on doit finir ce championnat-là pour essayer donc d'envoyer les noms de ces équipes-là qui vont représenter le Togo sur l'échiquier continental. La fédération, après discussion avec les responsables de club et également avec le ministère, a jugé bon quand même de démarrer ce championnat-là. Avec beaucoup de difficultés qu'il y a eu autour, maintenant c'est démarré. Je crois que le train est en marche. Il va falloir quand même pousser ce train-là à arriver donc à bord. Mais seulement que ça va être compliqué. Ça va être difficile. Qu'est-ce qui sera compliqué? Ce qui sera compliqué, c'est... Le train est lancé. Non, le train est lancé. Actuellement, c'est Togoraï. Parce Togoraï. que c'est lent. C'est C'est Togoraï. Parce que... non, parce que... Oui. Moi, je dis, on a commencé, mais on verra les difficultés devant. Parce qu'il faut gérer les déplacements, tout ce qui concerne l'organisation d'un match pour un club. La subvention ne va pas, les clubs ne vont pas tenir parce que depuis les présidents se plaignaient déjà parce qu'ils étaient essoufflés et tout. Maintenant, avec ce qui va se passer là, moi je dis ça serait difficile. Il y a certains clubs, la fédération parle de retard de salaire ou bien de gestion au niveau des entraîneurs, du staff ainsi que des joueurs. Mais je pense qu'à un moment donné, la fédération ne peut pas taper sur la table avec ce qui se passe. Ça serait vraiment difficile. Donc c'est Togoraï en fait. Il y aura des difficultés en cours de route. Ouais, on risque d'avoir d'autres Djahini dans ce championnat-là, à cette allure. Djahini Damou-Oblo. Ça fait plus de 10 ans que cette histoire est arrivée. Plus de 10 ans. Et ça risque d'arriver à certains clubs. Vous voyez quel Djahini dans... Non, mais je ne peux pas donner le nom. Mais je dis qu'il y aura des difficultés pour certains clubs à finir ce championnat-là. Vous avez vu un peu ce qui s'est passé au niveau du championnat féminin, où certains clubs ont boycotté carrément les deux dernières journées. Ouais. Vous voyez, donc aussi ici, aujourd'hui, oui, l'État a promis donner, mais l'État n'a pas encore donné. L'État va donner quand? L'État peut attendre la fin du championnat pour donner. Et donc, ce qui veut dire que c'est les 5 millions que la fédération a donné aujourd'hui. C'est sur ces 5 millions-là que ces clubs vont rouler jusqu'à la fin de cette journée pour 26 journées. Le football togolais avance ou recule? Bon, je pense qu'on stagne. Je préfère. On est sur place. Hein. Oui, on stagne. Donc, parce que si on dit avance, c'est que peut-être on a attaqué le professionnalisme avec des subventions assez conséquentes pour la période de transition, avant d'ouvrir peut-être. Permettre aux entreprises qui pourront probablement signer des partenariats avec les clubs de le faire en exonérant certaines taxes au niveau de ces entreprises-là. Mais on n'est pas encore à ce niveau. On parle de sociétés sportives, alors que si vous voulez aller vers les sociétés sportives, il faut une nouvelle réglementation qui détermine en fait dans quoi vous mettez les sociétés sportives, parce qu'aujourd'hui, je ne veux pas avoir un club de première division, vous me demandez de créer une entreprise, mais ce n'est pas une entreprise. Donc, il faut aussi une loi spécifique par rapport à cela. Donc, si on veut aller vers le professionnalisme, ça serait long. Maintenant, par rapport au fait que je dis le Togo stagne, le football togolais stagne, c'est d'abord, les subventions ne changent pas. C'est-à-dire c'est la même chose pratiquement à chaque saison. Cette année, ça a changé. Ça a changé de combien de millions? De combien de millions? C'est-à-dire que si on veut faire le football, on fait le football. Mais si on ne veut pas faire le football, on fait le football de rue. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de voir des pays investis dans le football. Hier, il y a retour sur investissement quelques années plus tard. Mais on n'est pas dans ce contexte-là, ce qui fait que le football togolais ne peut pas évoluer. Quand vous prenez les joueurs, quand vous allez poursuivre un match de foot, il y a des limites tellement que vous vous demandez à quel moment on peut avancer. Parce que d'abord, physiquement, il y a des joueurs qui ne tiennent pas. Et ça, c'est un travail qui doit se faire. Vous n'avez pas les moyens nécessaires. Comment vous pouvez avoir des infrastructures vraiment adéquates pour pouvoir préparer votre club? Quand vous sortez, on sort souvent pour des compétitions, vous allez... Je ne parle pas des fédérations, je ne parle pas d'équipe nationale, je parle de club. Vous allez vous visiter un club, vous vous dites, mais c'est un club? C'est-à-dire vous posez des questions, en fait, parce que
l'organisation, la structuration mise en place par rapport à ce club, c'est-à-dire il n'y a rien, c'est-à-dire qu'on ne fait rien du tout. Aujourd'hui, on finit un match de football quand un club, deuxième journée, d'accord, ça va se jouer ce mercredi, vous allez voir, demain, juste après le match, quel est le dispositif mis en place pour la récupération du joueur? Chacun fait ce qu'il peut. Soit on vous met dans du glaçon, soit on fait ce qu'on peut avec. On ne peut pas continuer à faire du football comme cela. Et donc, le Togo stagne en matière de football. Le Togo stagne, oui, Grégoire. Oui, par rapport à ce que Edwige vient d'évoquer, quand on prend aujourd'hui une équipe de football, un club au Togo, ça se résume aux joueurs et au président. Écoutez, prenez certains clubs aujourd'hui, demandez-leur le bureau, la composition du bureau exécutif de ce club-là. Vous n'allez pas trouver. C'est le président, le secrétaire, parce que le secrétaire, il est secrétaire administratif, c'est lui qui doit s'occuper des licences et autres. Donc, il faut forcément un secrétaire. Il est important. Il est important. Mais ailleurs, même, le secrétaire ne joue pas ce rôle. Peut-être ce sont les chargés de communication qui sont devenus des secrétaires administratifs de certains clubs aujourd'hui. L'organisation au sein d'un club, le siège, est-ce que les clubs ont le siège? Cherchez à savoir. Les clubs n'ont pas de siège. Ce n'est pas aller ouvrir une boutique. Mais vous n'avez pas d'argent, vous allez avoir un siège, parce que pour l'instant, les clubs n'ont même pas d'argent, Grégoire. Ils vont trouver des sièges où? C'est pourquoi ce n'est pas une obligation d'aller jouer au football. Ce n'est pas une obligation d'avoir une équipe. C'est-à-dire vous pouvez décider de ne plus jouer parce que vous n'avez pas d'argent. Vous n'avez pas les moyens. Aujourd'hui, c'est un peu ce qui se passe. Il y a des jeunes qui veulent jouer. Oui. Et ces jeunes-là payent des impôts. Et l'État se doit justement de donner un cadre à ces jeunes. C'est là où j'en viens. Quand l'État s'est précipité en décidant de professionnaliser le sport togolais, sur quoi on s'est basé? Quels étaient les préalables avant de prendre cette décision-là? Aujourd'hui, on a décidé d'aller au professionnalisme. Ça fait 2 ou 3 ans qu'on nous dit qu'on doit aller au professionnalisme. L'État a décidé, l'État a promulgué cela. Le ministère a fait des pieds et des mains pour organiser des ateliers, pour qu'on arrive on nous a dit que la saison suivante, que c'est le professionnalisme qui doit être joué. Maintenant, on vient, on demande les moyens, on refuse, on est incapable de sortir les moyens. Parce qu'on nous a dit que les clubs de première division vont avoir 70 millions, un club doit avoir 70 millions, les clubs de deuxième division, c'est 60 ou 50 millions. Maintenant, ça c'est le championnat professionnel. C'est simple championnat amateur. On demande de l'argent, difficilement l'État veut trouver 10 millions. C'est dit, ce n'est même pas encore donné. Et vous parlez de l'évolution de ce football, le développement de ce football. Écoutez, quand on parle de développement de quelque chose, c'est qu'on met les moyens à la disposition donc, de la société en question. Quand on prend le Bénin à côté, le budget a été voté à combien de milliards pour ce qui concerne le sport? Le sport. Parce qu'on veut justement le développement donc, de ce sport-là. C'est ce qui se fait. Il y a 2 ans, Tambo arrivait en première division et ce club a gagné son tout premier match. Et là, l'Étoile filante aussi est de retour. C'était face à Tambo. Ouais. Et pour leur première, après 13 ans, le Shooting Star, sinon, les Bleus de la capitale l'emportent et encore plus à l'extérieur. À l'extérieur, je pense que l'Étoile filante est arrivée, quand on écoute l'entraîneur, il dit qu'ils sont là pour se maintenir d'abord et puis après, ils vont voir ce qui va se passer la saison suivante. Quand vous arrivez avec cet objectif, c'est que tous les matchs sont bons pour prendre les points. Parce qu'aujourd'hui, c'est le début. Le début, souvent, les clubs ne sont pas vraiment prêts. On t'attend toujours. On est dans la recherche du système à mettre en place, dans la recherche des bons pions et tout. Donc, je pense que l'Étoile peut profiter de cela pour gagner des points et se mettre à l'abri très rapidement. Maintenant, c'est face à Tambo également qui avait gagné son premier match. Donc, ça fait... et qui a galéré après. Oui, qui a galéré après. J'espère que les étoilistes ne sera pas dans le même... ne vont pas, les Shooting Stars ne vont pas galérer juste après. D'accord. Alors, l'Étoile filante qui est arrivée à Tapamé avec un nombre impressionnant de supporters. Un cortège, C'était un cortège. C'était impressionnant de voir quand même que tout Béni Glato était à l'Omnava Tapamé là-bas. Oui, Latif, nous parlons tout à l'heure de l'organisation. C'est une organisation. Déjà, même en deuxième division, l'Étoile filante fait toujours déplacer ces supporters-là. Parce que l'objectif pour Maître Wilson Baumtete, c'était de revenir en première division. Et donc, il faut
il faut mettre prendre toutes les dispositions, mettre tout en place pour quand même obtenir cette montée. C'est ce qui est fait. Maintenant qu'on est en première division, n'oubliez pas que c'est le premier match de la saison, du retour de l'Étoile filante. Et il faut marquer cette rencontre-là, même si c'est en déplacement. Je parie que même si le match-là, si l'Étoile devait jouer à Kara, vous allez voir ces supporters-là à Kara. Parce que oui, c'est une organisation, c'est une décision du comité exécutif de l'Étoile filante. Et donc, c'est ce qui a été fait. Parce que c'est la première journée, on est en déplacement, il faut aller chercher la victoire, même si c'est à l'extérieur. Et c'est ce qui a galvanisé même toute l'équipe de l'Étoile filante, y compris également les supporters. Vous étiez sur ce match, vous nous avez dit ce qui s'est passé. Même mené, les supporters ont toujours continué par faire de l'ambiance et jusqu'à obtenir donc la victoire. Je me dis que c'est tout ça là, c'est de l'organisation. Et quand on prend la pré-saison de l'Étoile filante, il y a tout ça là qui rentre dans cette organisation là, parce que l'entraîneur l'a dit, l'objectif c'est de se maintenir. On cherche le maintien. Et donc pour chercher le maintien, cela ne veut pas dire que vous trouvez des points, il faut les laisser. Non, il faut plutôt gagner des points pour se maintenir en championnat d'élite. Et donc l'Étoile filante a compris cela à travers la pré-saison d'abord, 9 matchs disputés durant cette pré-saison. L'objectif, ce n'était pas les résultats, mais c'est le comportement des joueurs durant donc cette pré-saison-là. Et c'est à travers ces comportements de ces joueurs qu'on saura quelle équipe avoir pour la saison. À l'exception, Edwige, de l'ASK, le top 5 de l'année passée a eu un début timide. Asco n'a pas gagné. L'ASK, la Sautière a été battue par perdu. Voilà. Il y a également Goulessou qui n'a pas gagné. Il y a Gomido aussi qui a été battu. Qui a été battu par l'Unisport de Sokodé. Je pense que si ça pouvait rester comme ça serait bien. Ça veut dire qu'il y a du bouleversement au niveau de la D1 togolaise de football. Sauf qu'on attend les 5 premières journées pour voir... voilà, vous êtes fatigué d'avoir les mêmes... De la même chose. Ouais, on est fatigué des mêmes personnes, des mêmes têtes. Vous voulez voir Aknour champion du Togo? Pas champion, peut-être deuxième dans le top 3, parce qu'il faut voir du nouveau en fait. Le renouveau, bien la nouveauté apporte un changement. Ça vous permet également de vous remettre en cause et de vous dire, vous vous êtes trop installé en oubliant qu'il y a un travail à faire, il y a des corrections, des modifications à opérer et tout ça. Et donc, le changement apporte d'autres idées. Et donc, si l'AD1 reste comme ça serait trop... à chaque jour, à chaque saison... C'est monotone. C'est fatigant pour nous-mêmes. C'est fatigant pour nous-mêmes. Et donc... il faut changer un peu. Et voilà, on l'a dit, ça a démarré, oui, 5, sinon 7 matchs disputés. Mais déjà, la polémique, on attaque le dernier sujet, le sifflet. Comment on peut comprendre qu'à chaque début de saison, c'était déjà le cas lors de la saison 2023-2024, Grégoire? Oui, c'est un peu compliqué, Latif. Quand on prend cet aspect, ou bien ce côté-là donc de ce championnat, je crois que c'est un côté un peu difficile. C'est vrai que ce sont des arbitres qui ont appris qui ont appris les lois. Ils maîtrisent les règles des compétitions, les lois à appliquer sur l'aire de jeu. Ils les appliquent également, mais seulement qu'arrivé un moment, ils se trompent également dans leurs décisions. Et quand on prend un peu ce qui s'est passé la dernière fois à Tchévier, moi, j'analyse la situation telle que je la conçois. C'est mon analyse à moi. Quelqu'un d'autre aussi dira... Elle ne vient pas de la Bible ni du Non, c'est mon analyse à moi. Elle peut être erronée. Voilà, et c'est pourquoi je dis qu'arrivé à un moment, on nous a fait savoir qu'en football et que sur le terrain, des fois l'arbitre joue également sur la psychologie du match. Et sur la psychologie du match par rapport à cette action, je me dis que l'arbitre qui était sur ce match, il n'était pas aussi obligé de siffler un pénalty sur cette action-là. Dans la mesure où il n'y avait pas une faute en tant que telle. Parce que c'est une action qui venait, le défenseur n'a pas cherché à tacler son adversaire. C'est vrai que c'est un match de football. L'arbitre peut prendre sa décision comme il veut. Mais sur cette action, je dis que par rapport à ce qu'on nous dit, où on nous apprend la psychologie du match. La 18e loi, la psychologie donc, pas écrite, hein, oui, voilà. Du match, c'est la dernière action donc, de ce match.
l'attaquant a déjà perdu. Il a fait un contrôle, il a perdu le ballon avant qu'il y ait eu ce contact avec le défenseur d'Espoir FC du Zior. L'arbitre pouvait quand même laisser cette action. Bon, c'est aussi sa décision. D'autres disent qu'il pouvait, tant qu'il y a contact, oui, quand il y a contact. Mais le football, c'est un jeu de contact. C'est un jeu de contact. Tous les contacts mais ne sont pas des fautes. Il revient également à l'arbitre de voir dans quelle mesure, parce que nous avons assisté également au match Entente de Barracuda. Il y a eu une situation similaire où l'attaquant de l'Entente de s'apprêter à frapper quand le défenseur de l'AC Barracuda a placé son pied. Il a dégagé le ballon, mais l'arbitre a fait signe de continuer la partie. Donc c'est psychologique. Il faut jouer sur sa psychologie pour permettre à ce que cette rencontre se termine dans de bonnes conditions. Mais je crois que l'arbitre aussi n'a pas pris cette décision-là volontairement pour faire plaisir à un club ou bien punir un club. C'est une décision de sa part par rapport également à son travail. Maintenant, je crois qu'il faut qu'il y ait quand même une séance de travail. C'est vrai que le championnat a déjà démarré. Moi, je dis qu'il faut qu'il y ait une séance de travail entre la nouvelle commission, le nouveau bureau de la commission centrale des arbitres, la Fédération togolaise de football et les arbitres. Oui, Edwige Apedo, la saison dernière, il y a eu Asko Boulessou à polémique, il y a eu Barracuda Semassi à polémique, il y a eu. Mais sauf que ça a commencé avec la première journée, comme déjà la saison dernière. La saison dernière, le cas du match à Asko Boulessou. C'est la première journée. Ben, je pense que les hommes, on n'aime plus les appeler comme ça, en noir. Puisqu'ils ne sont plus toujours en noir. Donc, même les soldats aussi ne sont pas toujours en kaki. Ils ne sont pas toujours à l'uniforme. Il y a certains qui sont en bleu ciel, d'autres qui sont en araignée. Voilà. Le surnom reste. Les arbitres doivent revoir leur copie parce que le sifflet également modifie un peu le classement de la D1. Et donc, il faut se dire que quand vous sifflez bien, c'est que vous permettez au football togolais d'avoir un meilleur niveau. Et si vous ne sifflez pas bien également, vous plombez le championnat. Et donc, il faut que les arbitres prennent leurs responsabilités. On peut beau vous former, vous êtes le maître quand vous êtes sur le terrain. On ne peut plus tenir le bâton derrière vous en étant sur un match. Si on vous met sur un match, c'est parce qu'on se dit vous êtes capable de diriger ce match-là jusqu'à la fin et sans contestation. Lorsque vous sifflez, vous êtes un arbitre et à chaque rencontre, majoritairement sur vos rencontres, il y a toujours des dires, il faut vous mettre en cause, il faut vous remettre en cause et vous poser plusieurs questions. Ne pas rester toujours sur ces idées en disant ils sont toujours comme ça. Non, il faut vous poser des questions. S'il le faut, demander les visuels, les vidéos de tous les matchs. De vos matchs. Et vous regardez en étant dans la peau peut-être d'un superviseur d'arbitre. En fait, c'est comme ça qu'on apprend. En étant journaliste, quand on vous demande en tant que commentateur, quand vous êtes commentateur, on vous demande, on va à la formation, on te dit, mais tu ne vas pas rester dans la peau de Edwige Apedo, mais tu dois rester dans la peau du fait que tu es en train d'apprendre peut-être des commentaires de Latif Yoroman. Et donc, ça vous permet de... ça veut dire que je fais ces erreurs-là, je fais ceci. Si l'arbitre veut aller loin, c'est comme ça. Mais si vous restez toujours dans votre zone de confort, et malgré les critiques, les observations, toujours sur vos matchs, il y a des problèmes, c'est que ça ne va pas. Donc, il faudrait vous-même vous remettre en question. Et maintenant, moi, je me dis, s'il y a un club, à chaque journée, il faut toujours des dires, des commentaires aussi sur ce club-là, des matchs en rapport avec ce club. C'est que c'est difficile. Aujourd'hui, on voit... Est-ce qu'aujourd'hui, sur ce match, Asko a demandé, par exemple, à l'arbitre de siffler? Non, Asko n'a pas demandé à l'arbitre de siffler. Mais les arbitres aussi, souvent, je ne comprends pas. Les règles sont là. Oui, mais il y a des règles. Et vous-même, moi, je donne toujours cet exemple-là. Quand on parle de ces situations, je dis dernière seconde, ce n'était pas dernière minute. Oui. Dernière seconde, match Sarah Agua de Kusuntu. Vous vous souvenez, oui. À Bafilo. Match de la montée en première division de l'un des deux clubs. Soit Agua gagne et se qualifie et monte pour la D1, soit Sarah fait match nul, Sarah peut gagner mais le match nul suffisait pour Sarah de Bafilo pour monter en première division. Agua était à 1-0 à la
c'est-à-dire c'était la dernière. Nous-mêmes, on regardait la montre. C'est-à-dire c'était fini. Sur l'action, il y a eu Corner. Vicence Amédomé, là. Elle a montré le corner. C'est-à-dire, avant même que ça touche, son assistant ne fasse comme ça, là. Elle a déjà montré. Elle a déjà montré le corner. Parce que quand vous prenez l'atmosphère, oui, l'enjeu du match, la tension qu'il y avait du début, même réunion technique, jusqu'à... C'est-à-dire que vous-même, quand vous mettez sur le match, déjà bien avant même la programmation du match, on sait que le match aura lieu. Oui. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a cette conférence. La dernière journée, c'était ça. C'était un match en jeu. C'était un match en jeu. Elle a sifflé le corner. Sur ce corner, Sarah égalise. Et Sarah monte en première division. Elle a fini, c'est-à-dire, c'est pour dire, elle est arbitre. Oui. Elle sait que elle sifflait, elle ne sifflait pas là. Il y aura mort d'homme. Ça aussi, c'est la mentalité d'un arbitre expérimenté, en fait. Oui. C'est-à-dire, tout ça, c'est psychologique. C'est-à-dire qu'il y avait Cornet. C'est-à-dire, c'est même pas qu'il n'y a pas Cornet, il y avait Cornet. Elle disait... Mais elle ne peut pas mettre fin à ce match. Elle ne peut pas mettre fin au match. C'est-à-dire qu'elle mettait fin au match. Tant qu'elle a accordé le corner doit être joué. Non, c'est-à-dire qu'elle pouvait, sur cette action-là où la balle est sortie, siffler la fin du match. Voilà. Elle pouvait siffler la fin du match. Mais il restait encore des secondes. Mais elle pouvait siffler la fin. Mais regardant l'atmosphère, si elle siffle la fin, les gens de Bafilo vont faire quelque chose. Donc, sur le corner, soit Agua se concentre et ne prend pas le but, et elle siffle la fin. Oui. Soit Agua ne se concentre pas, Sarah profite. Et c'est sur ça, il y a eu... Donc, ça se dit qu'aujourd'hui, on demande aux arbitres de jouer leur rôle. Ce n'est pas une question de je suis proche de ci, je suis proche de telle personne. Non. Ça m'envoie encore à ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Dans les désignations également, il faut que ceux-là qui désignent fassent très attention. Non, aient une vision large. Justement, voilà. Elle a déjà évoqué un aspect tout à l'heure. Les clubs, oui. La vision doit être large. Il y a cette relation-là. Il y a cette relation-là entre les clubs et les arbitres. Ouais. Il y a cette relation-là. Et quand on prend Espoir du Zio et M. Atiobe, je vous dis que ce n'est pas le grand amour. Il y a des antécédents. Et donc, je me dis que quelque part sur ce match, en principe, M. Atiobe ne devait pas être mis sur ce match-là. Parce que la décision de M. Atiobe la dernière fois, moi je le dis, je le répète, ce n'était pas intentionnel, mais pour les supporters, il a su avant de faire. Pour les supporters. Parce qu'il y a des antécédents. Justement. Et donc, il y a ça aussi que la fédération doit voir. Ceux qui désignent les commissions de désignation, de quoi, doivent également voir une vision large par rapport à la chose. Vous me rejoignez finalement. Oui, on prend le calendrier. Le calendrier de la 3e journée du championnat national de football de première division. Sur ce stade-là, il y a tel et tel qui vont s'affronter. Qui peut faire ce match-là? Il faut peser le pour et le contre. Je dis qu'aujourd'hui, entre Semassi et M. Yéna, je crois qu'il y a eu aussi un problème. Donatien, je crois sur 1 ou 2 matchs, il y a eu problème. Aujourd'hui, donc, voilà. Donc aujourd'hui, si Semassi doit jouer encore contre, ou bien Semassi doit jouer contre un adversaire, avant de mettre M. Yéna Donatien sur ce match, ceux qui font la désignation doivent se poser beaucoup de questions avant de faire. Oui, parce je me dis que bien faire, mais on va dire qu'il est contre le club. C'est ce qui s'est passé la dernière fois. Donc, la faute revient également à la Fédération togolaise de football. On aura fait le tour de tous ces sujets. La responsabilité incombe justement à toutes et à tous, mais il y a aussi la responsabilité du sifflet, et à qui, voilà, parce que si un sifflet est bon, c'est que le il faut que les arbitres aussi puissent accompagner la fédération. D'ailleurs, selon les informations, il avait quand même bien tenu. Il a tenu jusqu'à cette décision-là. Non, c'est l'arbitre le plus expérimenté actuellement. Et donc, justement. Mais quand même, en dehors de excusez-moi, il est expérimenté, mais il y a un peu de zèle. Donc, s'il m'écoute, qu'il revienne un peu. Parce que souvent, c'est ce zèle-là qui vous tue. Parce que vous vous dites, moi, c'est moi. C'est-à-dire, moi, j'ai décidé, c'est ça. C'est un soldat. Oui, en fait, il faut mettre la différence entre sa formation
C'est-à-dire que Sa Sodia, sa fonction. de Sodia Oui. et l'arbitrage. Il faut mettre cette différence-là. Parce que même aujourd'hui, au niveau de la FIFA, il y a des changements. Parfois, même vous prenez la décision, le joueur vous demande, vous expliquez. Et aujourd'hui, il y a même des micros qui vous permettent d'écouter ce qu'on est en train de dire. Donc, si c'est comme ça, on tend vers la pédagogie même. Au niveau du sifflet. Donc, vous voulez dire que nos arbitres doivent arrêter peut-être leur phrase « Monsieur, venez !» Parce que non, là, à un moment donné, il faut... Monsieur, venez !» Non, à un moment donné, dans le match, vous avez besoin de c'est le temps. Mais parfois, il faut mettre les deux qui vont ensemble, en fait. Et même nos arbitres doivent apprendre parce que les joueurs, quand même, parce que ce sont des capricieux. Nous sommes d'accord sur certains matchs, les arbitres, même pour sortir le carton, ils sourient. Ils sourient, ouais. Ils t'appellent, monsieur. Et puis lui-même, peut-être, il vient, il met sa main sur ton épaule, il discute avec toi, et puis il te sort le carton. Maintenant, il faut que les arbitres arrêtent certains comportements aussi. Nous sommes interpellés, oui. Quand vous êtes désigné sur un match, on vous donne les moyens nécessaires pour pouvoir aller diriger le match et revenir. Prenez vos responsabilités, allez seul. Ne montez pas dans les voitures des présidents de club. Les histoires de Wangash. Ne montez pas dans les voitures des présidents de Charbon et Ignam. Souvent ça revient. Lorsqu'on vous désigne, je suis sur votre match là. C'est ce genre de choses qui amènent ce qu'on voit aujourd'hui. Merci à toutes et à tous. On va en rester là pour aujourd'hui. Merci à vous, Edwige Djigwani, à Pédo. Merci à Grégoire Kokou, à Tigno. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On se donne rendez-vous le mercredi prochain pour notre pan de l'actualité. Bye bye. C'était Dina Sport avec Voltic, eau minérale naturelle certifiée ISO 22000.